Le développement de l'Afrique par des Africains permettant une réappropriation des moyens de production, une diversification de l'économie et une montée en puissance des talents africains. Il s'agit là, en quelques mots, du contenu attribué à l'africapitalisme, philosophie économique prônée par le banquier et entrepreneur nigérian Tony Elumelu, le milliardaire philanthrope qui revendique un continent africain maître de ses propres moyens et plus spécifiquement de son entrepreneuriat et de ses innovations, pense que le secteur privé africain a un rôle crucial à jouer dans la transformation de l'économie du continent. Une vision ambitieuse qui tranche tout de même avec la main tendue des économies africaines vers l'étranger, subissant à la limite les dictats des institutions de Bretton Woods. La solution au développement du continent africain pourrait-elle venir de l'africapitalisme? Les conditions sont-elles réunies dans le contexte socio-économique actuel pour l'essor d'une telle doctrine? Eh bien, nous aurons le temps de mener la discussion, 3/4 d'heure d'un plateau que je vous invite à découvrir juste après ceci. Pour la discussion, j'ai le plaisir d'accueillir le professeur Dieudonné Ao. Bonjour. Bonjour Emmanuel. Enseignant-chercheur au département d'histoire de l'université d'Abomey-Calavi au Bénin. Vous êtes également spécialiste de l'histoire économique et sociale. Docteur Dieudonné Ao, merci d'être avec nous. C'est moi. Également présent sur ce plateau, Lamine Cissé, bonjour. Bonjour. Expert en communication politique, vous êtes également écrivain et auteur du livre Les effets des causes cachées. Lamine Cissé, bienvenue. Merci beaucoup. L'homme d'affaires nigérian Tony Elumelu défend l'africapitalisme, la vision d'une économie africaine qui ne serait plus dépendant de l'aide étrangère, mais plutôt tirée par le secteur privé du continent, convaincu de ce que le concept constitue une planche de salut pour un continent qui se plaît dans le miroir des chiffres prodigieux de croissance tout en végétant dans une certaine précarité. Le banquier philanthrope va créer en 2010 un programme annuel d'entrepreneuriat africain qu'il dote de 100 millions de dollars sur 10 ans. Objectif, stimuler une nouvelle génération de riches entrepreneurs africains capables de porter le continent. Concept du milliardaire et homme d'affaires nigérian Tony Elumelu, qui prône le développement économique de l'Afrique par le secteur privé africain, l'africapitalisme entend réduire et si possible éliminer la dépendance du continent aux contributions des investisseurs étrangers tout en faisant la promotion d'un développement de l'Afrique par les Africains. Selon ce concept, les gouvernements africains n'ont pas les moyens d'offrir le même service que le secteur privé. Les afrocapitalistes encouragent donc les plus fortunés des pays africains à redistribuer leurs richesses dans les différents secteurs économiques de leur pays en finançant le développement. La doctrine économique mise sur l'entrepreneuriat des jeunes Africains, capables de créer de la richesse et de l'emploi avec des impacts sur le plan social pour sonner le déclic du changement envisagé. C'est dans cette optique qu'en 2010, Tony Elumelu crée la fondation Epimonib dont le but est de soutenir des jeunes entrepreneurs africains. À travers cette fondation, l'homme d'affaires et philanthrope a consacré 100 millions de dollars au programme annuel d'entrepreneuriat africain qu'il a initié. Un investissement sur 10 années qui doit soutenir 10 000 jeunes, femmes et hommes d'affaires du continent. À terme, ce programme devrait permettre de créer 1 million de nouveaux emplois et 10 milliards de dollars de revenus annuels. Voilà l'africapitalisme, une vision plutôt ambitieuse. Mais dites-nous, Lamine Cissé, est-ce une doctrine toute neuve? Bon, l'africapitalisme, je crois, le capitalisme, c'est le régime économique et social, n'est-ce pas, dans lequel les sources de revenus appartiennent aux personnes privées. C'est ça le capitalisme. Alors, l'africapitalisme, c'est-à-dire que c'est pas transposition, c'est toujours la même chose, mais c'est de permettre, n'est-ce pas, aux capitaux, aux hommes d'affaires privés africains, de les impliquer dans l'investissement public. En fait, c'est ça en réalité. Mais quel est le mécanisme? Parce qu'en fait, quand vous dites c'est nouveau, peut-être que c'est pas aussi beaucoup plus important en Afrique,
Mais si nous prenons les pays capitalistes comme les États-Unis d'Amérique, c'est les capitaux, c'est privés qui contribuent au développement. Mais est-ce que cela veut dire que cela a réglé le problème économique des États-Unis? Voilà les questions fondamentales qu'il faut se poser, parce qu'il faut voir le contexte africain et pour voir dans quelle adaptation, n'est-ce pas, cette nouvelle dynamique va s'ingérer. Alors, professeur Awo, le capitalisme en Afrique est souvent décrié du fait de ses déviances, notamment le copinage entre gouvernants et les entreprises privées, les appels d'offres truqués, la corruption et consorts. Mais ici, on voit bien, on découvre dans sa forme prônée par le banquier philanthrope nigérien Tony Elumelu que cela prend une nouvelle orientation. Merci, monsieur le journaliste. Je pense que moi, je suis plutôt fier d'entendre des initiatives de ce genre, parce que c'est pour la première fois que des Africains ont commencé par oser de mettre les pieds dans les pas des Occidentaux qui ont réussi le décollage économique de leur continent. Vous voulez dire qu'avant lui, il n'y a jamais eu quelque chose de similaire? C'est inédit, ça sort de nulle part? Je peux dire que c'est inédit. Inédit pour le courage que ce jeune entrepreneur a et les initiatives. Et quand vous voyez l'idéologie qui sous-tend le concept, c'est tout à fait innovant. Innovant, et moi je pense que c'est dans cette direction que l'Afrique et les Africains doivent désormais regarder pour que l'Afrique puisse décoller véritablement. Parce que quand vous regardez l'histoire de ces pays capitalistes, européens, américains et autres, mais il a fallu que des opérateurs économiques privés aient les moyens pour investir dans le développement. Puisque l'État, en tant que système public, n'arrive pas souvent à prendre les initiatives de développement qui s'imposent. Donc forcément, depuis le 14e, 15e siècle, vous allez voir, le capitalisme a d'abord été mercantile pour permettre aux opérateurs économiques privés d'avoir les moyens à investir dans les recherches pour aboutir à la première révolution industrielle en Angleterre. Ça a été la même chose pour la seconde révolution industrielle, dont le pouvoir central en lui-même est souvent incapable de pouvoir injecter les capitaux qu'il faut pour amorcer un développement économique durable. Donc, la promotion des opérateurs économiques privés est un facteur de développement économique sûr. Et je suis heureux d'entendre et d'apprendre aujourd'hui que des Africains ont commencé par avoir les moyens et ont commencé par oser braver ce pont qui a été dressé devant les Africains, puisque ne l'oublions pas, c'est un système qui a été sciemment mis en place pour maintenir l'Afrique dans sa position de consommatrice des produits manufacturés européens et de fournisseur de ressources, de matières premières pour les industries européennes. Et donc, promouvoir le secteur privé en Afrique aujourd'hui, c'est rompre avec cet héritage colonial qui a tout le temps maintenu l'Afrique dans le sous-développement. Donc moi, je suis heureux d'apprendre des initiatives comme ça. Et je suis encore plus heureux d'apprendre que, en tout cas, quand vous lisez la doctrine, vous constatez que c'est un couplage du socialisme et du capitalisme. Et c'est vrai que le thème, la dénomination en elle-même, ne m'a pas personnellement trop plu, parce que il faut éviter que le concept puisse être collé à l'Afrique, au continent africain. Alors, est-ce que, puisque vous l'abordez, est-ce que cela n'augure pas une certaine forme de protectionnisme? Oui, ça augure, ça ressemble, ça appelle un peu à une forme de protectionnisme, mais je voudrais plutôt qu'au lieu qu'on parle de africapitalisme, qu'on trouve un autre concept qui ne va pas coller trop à l'Afrique. Parce que quand vous prenez le capitalisme, vous prenez le socialisme, ce sont des doctrines économiques qui ont été inventées ailleurs
et qui sont exploités, qui sont pratiqués par tout le monde, dans le monde aujourd'hui. Donc, au lieu qu'on dise Afrique capitalisme, bon, qu'on puisse trouver un autre concept pour le désigner. Le concept en lui-même, le développement, l'idéologie qui le sous-tend est très bon, parce que le monsieur dit il faut promouvoir les opérateurs économiques privés et instruire, éduquer ces opérateurs privés-là de façon à ce qu'une partie de leurs revenus soit mise au service de la population, de la société, de ceux-là qui n'ont pas la chance de prospérer dans les affaires. Et donc, ça rappelle la solidarité africaine. Donc, c'est un concept qui est tout à fait nouveau et dont les Africains peuvent vraiment s'enorgueillir. Le socialisme vient de loin, le capitalisme vient de loin. On peut dire que pour une fois, l'Afrique a sa propre doctrine. Non, mais vous voyez, le capitalisme libéral dont on parle, dont il faut parler, ou bien le capitalisme d'État, quand on lit cela au Capitole. Mais moi, je crois que nous sommes en train d'aller... On est en train de discuter sur les effets et on a laissé les causes. Parce qu'il y a un lien entre le capitalisme... Il n'y a pas de lien entre le capitalisme européen, occidental et le capitalisme africain. Quand on parle du capitalisme en Afrique, c'est que c'est les autres qui viennent bénéficier de nos ressources. Vous savez, tout cette subterfuge, c'est parce que tout simplement, si nous voyons, on essaie de diagnostiquer ces opérateurs économiques-là, ils se sont enrichis comment en Afrique? Est-ce qu'ils se sont enrichis d'une façon saine, ou bien ils ont profité, n'est-ce pas, de l'exploitation de nos ressources? Parce que ce qui se passe avec nos ressources pétrolières, gaziers, miniers, je crois que l'Afrique ne devait pas souffrir de capitaux pour son propre investissement. Mais pourquoi nous souffrons? Nous allions chercher de l'argent ailleurs. Alors que ceux qui exploitent nos minerais et nos ressources, c'est chez eux nous allons chercher. Nous avons suffisamment de ressources pour ne pas avoir besoin des ressources extérieures pour notre financement. Mais nous nous rendons compte que, prenez par exemple ce Nigérien-là, prenez le cas du Nigeria. Il y a combien de ce monsieur-là, ou bien Dangote qui sont au Nigeria? Mais quand vous voyez l'extrême pauvreté de la grande majorité des Nigériens et l'extrême richesse d'une minorité de Nigériens, des Nigériens, ceux qui ont des jets privés, qui ont des aéroports avec des avions, qui ont des parcs automobiles et qui voyagent partout dans le monde, ça vient du Nigeria. Ça vient de quelle capitale? C'est pourquoi je suis en train de dire, quand on appelle de l'Afrique capitalisme, on est en train de dire le capitalisme libéral, ou le capitalisme d'État. Parce qu'en fait, c'est le capitalisme d'État libéral sauvage qui a permis à ces gens-là de s'enrichir. OK? Maintenant, je ne veux pas être nihiliste. S'il y a une initiative comme ça, il faut étudier l'initiative pour dire c'est une bonne initiative. En tant que panafricains, nous pensons que la première initiative qui doit être faite, c'est de libérer économiquement et politiquement l'Afrique. Parce que tant qu'on ne libère pas économiquement et politiquement l'Afrique, ces initiatives-là seront des initiatives qui vont permettre aux capitaux africains de mieux s'enrichir et aux populations africaines de mieux s'appauvrir. Vous ne pensez pas que cette doctrine telle que menée par Tony Elumelu pourrait libérer économiquement et politiquement l'Afrique? Non, c'est-à-dire que je ne pense pas qu'on puisse sauter une étape. L'étape première, c'est de se battre pour libérer économiquement, pour que les ressources africaines restent aux Africains, pour que la politique africaine soit conduite par les Africains et que les populations participent au développement réel. Parce qu'en fait, nous sommes en train de déstructurer nos États, nous sommes en train de déstructurer nos comportements, nous sommes en train de tuer l'homme africain, la personne africaine. Tout n'est pas le capital, tout c'est de se libérer. Nous sommes rendus compte que tant que, par exemple, vous prenez le Nigeria, tant que le peuple nigérien, c'est parce que les ressources du Nigeria peuvent développer toute l'Afrique de l'Ouest. Pourquoi jusqu'à présent, on trouve des pauvres au Nigeria? Mais le programme fondamental, le programme qui va installer 10 000 startups d'ici, je crois, 5 ans et créer autant 100 millions d'emplois, je crois. Vous ne pensez pas que cela pourrait contribuer à financer le développement de l'Afrique et enfin libérer? Voilà. Vous voulez mon opinion par rapport à ça? Je dis tant qu'on n'a pas coupé ce lien
qui permet l'exploitation de nos ressources par l'extérieur. Nous allons avoir ces hommes d'affaires-là qui vont s'imposer et qui vont créer de nouvelles personnes qui continueront à collaborer avec ce système-là, qui va continuer à pomper nos ressources. Je dis, pour moi, c'est pour le moment, pour l'instant, dans le moyen terme, ça peut être productif, mais pour le moment, ce qui doit être fait dans l'immédiat aujourd'hui, je dirais à ces hommes d'affaires-là de réunir leurs forces pour pouvoir contrôler nos ressources, permettre à nos États de contrôler nos ressources. Parce que prenez la Libye, par exemple, quand la Libye de Kadhafi, 80% du pétrole libyen est aux Libyens. Mais nous avons des contrats nébuleux qui permettent aux populations de bénéficier des miettes de nos ressources. Et je dis, dans ce truc-là, s'il y a des opérateurs économiques africains, c'est pourquoi j'ai dit il faut voir comment ces entrepreneurs sont devenus tout d'un coup riches. Est-ce qu'ils n'ont pas bénéficié de ce système nébuleux qui permet à l'extérieur de gagner et qui leur permet à eux de faire les affaires? Parce que l'Occident ne vient pas sans avoir un pilier à l'intérieur du pays. Le pilier, d'abord, c'est l'État et les hommes d'affaires. Voilà. Alors, professeur, vous avez le même point de vue. Faut-il déjà d'abord libérer économiquement et politiquement l'Afrique d'abord, mais je n'ai pas, avant de foncer? Je n'ai pas le même point de vue que mon ami Cissé, parce que je pense plutôt que de ces initiatives, il faut les encourager, parce que le capitalisme tel que inventé et pratiqué par les Européens, les Américains et jusqu'à aujourd'hui, c'est cette manière-là qui a empêché les opérateurs économiques et les États africains de se développer. Ce capitalisme pratiqué à l'occidental, si vous permettez le thème, c'est ça qui est une mauvaise chose. Et le capitalisme que promeut aujourd'hui ce jeune milliardaire, je pense que c'est la voie de la libération économique de l'Afrique. Et c'est une bonne leçon pour nos gouvernants. Quelle est la différence entre les deux? La différence, c'est que ce monsieur est en train de montrer aux dirigeants africains aujourd'hui que le chemin pour que l'Afrique puisse décoller, c'est de donner le pouvoir économique aux Africains. De ne plus, comme M. Cissé est en train de le dire, amener des compagnies occidentales, des capitalistes européens, exploiter les richesses en Afrique pour que des redevances soient encaissées par des groupuscules. Ce sont ces îlots de prospérité que ce monsieur est en train de combattre pour dire, mais on ne peut pas faire le développement économique de l'Afrique en étant seul. Il faut impacter la société. Il faut créer des startups, il faut créer de jeunes entrepreneurs. Et plus les Africains auront les moyens, ils pourront faire face à leur développement. Et là, moi je dis, c'est une belle leçon à nos dirigeants. Si cette voix peut être entendue, nos politiques économiques vont changer, puisque ce sont les pouvoirs publics qui orientent nos politiques économiques. Ces politiques vont changer et les opérateurs économiques seront plus à l'aise chez eux qu'ailleurs. Il ne sert à rien qu'un gouvernant puisse bousculer les opérateurs économiques nationaux, les expatrier et permettre aux opérateurs économiques étrangers de venir opérer sur son territoire. Le faisant, c'est qu'il empêche le développement de l'Afrique. Il faut donner les moyens aux Africains. Et ce monsieur, comme je l'ai dit tout à l'heure, a une idée géniale, puisque le capitalisme européen ne pense pas aux pauvres. C'est un système, on a dit, la propriété privée des biens et moyens de production, la concurrence, la libre entreprise et le profit, et rien que le profit maximum. Mais ce monsieur ajoute la conscience africaine qui veut qu'on ne soit pas heureux tout seul. Et qu'on redistribue. Il faut redistribuer les ressources, impacter les gens qui n'ont pas les mêmes opportunités que soi et pouvoir permettre aux gens de faire face à leur destin et de contribuer au développement de l'Afrique. Moi, je trouve que c'est une idée géniale qu'il faut encourager. Je pense que j'ai été très mal perçu. Oui. Parce que quand vous comparez le capitalisme américain au capitalisme africain, c'est tout à fait différent. Nous sommes victimes du capitalisme international, colonisé, oui,
brimées et nos ressources sont dans la main des Occidentaux. C'est ça la différence. L'Amérique est libre. L'Amérique est libre dans ses capitaux et dans le fonctionnement de son pays. Vous savez, ce qui va se faire est que l'homme d'affaires qui a proposé, c'est très bien. Mais je dis, le préalable pour moi, c'est d'avoir l'État, c'est-à-dire qu'un libéralisme social, l'État qui s'implique dans la gestion de ses ressources, qui distribue ses ressources, qui est libre et indépendant de donner des marchés à ses entrepreneurs. Mais si les entrepreneurs vont se substituer à l'État, alors que l'État, dans le fonctionnement de l'État, nos ressources sont bradées à l'extérieur, nous allons perpétuer la pauvreté à la base. Justement, c'est l'Afrique capitalisme pense que l'État n'a pas les moyens de donner ce qu'il faut à la population. Et donc, il faut partir de la base et remonter vers le sommet. Comment? Il s'est enrichi par l'État. Il s'est enrichi parce que Tony Elumelu ne s'est pas enrichi à ma connaissance par l'État. À ma connaissance par l'État, Tony Elumelu ne s'est pas enrichi par l'État. Non, je dis, il n'est pas le seul, il dit les opérateurs économiques africains. Tony Elumelu, d'accord, j'ai connu son parcours, j'ai lu, mais j'ai dit, il y a plein de milliardaires nigériens qui sont enrichis par les richesses du Nigeria. C'est les richesses. On ne peut pas être aussi multimilliardaire dans un pays tant qu'il n'y a pas le potentiel. Il y a le pétrole, il y a toutes les ressources là-bas. J'ai dit, il faut que l'État... L'Afrique reprenne en main ses ressources. Non, l'État soit fort, l'État qui contrôle ses ressources et que ces ressources-là ne soient pas des ressources... ces ressources soient bien gérées, de telle sorte que les dividendes puissent toucher la grande majorité des populations. En ce moment... Si le capital nigérien va s'investir dans les investissements publics et privés, je dis, ça va avoir une durée. C'est ce qu'on appelle le développement durable. Mais quand on laisse, n'est-ce pas, le fondement de notre pauvreté, qui est l'État et tout ce qui est autour de l'État, on pense qu'un individu, philanthrope qu'il soit, qui va réunir, parce qu'il s'est enrichi, beaucoup de gens sont enrichis du système, c'est pourquoi je dis, on s'est enrichi du système. Maintenant, on vient... S'enrichir du système, ça veut dire on crée de l'emploi, d'accord. Tous, ils ont créé de l'emploi. Mais ils ont créé de l'emploi pour mieux s'enrichir. OK? Parce qu'en général, nos entrepreneurs africains, ils créent beaucoup d'emplois. Mais ces emplois-là, tu vois, ils vont jusqu'à la retraite. Souvent, ils ne trouvent même pas un lopin de terre ou à la retraite pour se loger. Alors, donc, ils travaillent pour enrichir. Mais je dis que ce n'est pas le fondement qui peut libérer économiquement l'Afrique. Ce qui peut libérer économiquement, c'est nous libérer, avoir une indépendance économique et politique. Ça veut dire que nos ressources restent pour les populations d'abord. Parce que si les ressources du Nigeria étaient restées depuis l'indépendance, depuis l'exploitation au Nigeria... Oui, mais comment peut-on libérer l'économie africaine s'il n'y a pas beaucoup plus de Tony Elumelu? Parce qu'aujourd'hui, il finance les jeunes, près de 10 000 jeunes d'ici 5 ans. Et on aura beaucoup plus de Tony Elumelu. Cela fera plus de poids. C'est une action parallèle, mais l'action qui va... Mais Tony Elumelu, il fera ça pendant 100 ans. Il ne va pas impacter les 140 millions de Nigériens. Il ne peut pas. Je dis Nigérien seulement, il ne peut pas. Vous le pensez? Non, il ne peut pas. Il va aller où? Si on parle de l'Afrique d'une manière globale, vous prenez la RDC, le Congo. La RDC, il y a des multimilliardaires qui ont des jets privés, etc. Mais ils ont bénéficié du système impérialiste pour s'enrichir. Alors, je dis... Ces gens-là, s'ils veulent couper le cordon ombilical pour que les populations, la richesse aille vers les populations, et que les populations soient des entrepreneurs sans qu'ils aillent demander de l'argent de l'extérieur, il faut que les richesses restent aux Congolais. Si les richesses du Congolais restent aux Congolais, c'est l'État qui doit réguler ça et organiser ça. Alors, par des contrats, etc. Nous allons évoluer dans ce débat. Nous allons évoluer dans ce débat. Alors, l'Afrique capitalisme est fondée sur l'influence du secteur privé et de l'entrepreneuriat africain. Mais le secteur privé actuel est-il assez fort pour relever le défi d'une telle philosophie économique, professeur? Oui, monsieur le journaliste, je pense qu'à l'étape actuelle des choses, quand vous faites le bilan, le secteur privé africain aujourd'hui est le parent pauvre des secteurs économiques qui existent. Et parent pauvre parce que depuis longtemps, les gouvernants, les dirigeants africains
n'ont pas perçu que le secteur privé est un facteur important de développement. Les gouvernants, soit ils l'ont perçu et ils obéissent à des ordres étrangers, en tout cas qui viennent d'ailleurs. Mais sinon, aucun pays au monde, aucun continent ne peut se développer véritablement sans un secteur privé fort. Et ça revient à ce que M. Cissé dit. Les politiques, les gouvernants doivent se réveiller, se rendre compte qu'ils ont du potentiel dans le privé. Et le privé doit faire le lobbying pour montrer leur capacité à gérer les richesses nationales, à gérer les entreprises nationales. Et c'est ce lobbying qui va peut-être attirer, susciter la conscience des dirigeants, parce que tout est politique. Les dirigeants ont besoin de cette confiance. Ils ont besoin de savoir que le secteur privé s'organise et se renforce progressivement et est désormais capable de gérer, de prendre les activités économiques et les projets et de les gérer pour le bonheur des populations. Et ce faisant, les compétitions nationales, les compétitions, quand je parle de compétition, les soumissions pour les projets, les entreprises et autres, à l'échelle, les appels d'offres à l'échelle continentale doivent désormais rester sur le continent. Et ces dirigeants, en réalité, ce sont ces opérateurs économiques, à travers cette initiative ou de pareilles initiatives, ils vont amener les dirigeants à prendre conscience de la nécessité d'associer le secteur privé. Aucun pays au monde ne peut résorber le chômage, c'est-à-dire aucun gouvernement ne peut absorber la main-d'œuvre ou les demandeurs d'emploi de son territoire. C'est le secteur privé qui, à 80%, donne de l'emploi à la population. Et donc, empêcher ce secteur privé de se développer, empêcher ce secteur privé d'avoir les moyens, c'est choisir de s'asphyxier économiquement. Et donc, dans ce cadre-là, moi, je pense que on a besoin de ces initiatives. Il a dit tout à l'heure que Elou seul ne pourra pas résorber le problème de l'emploi au Nigeria. Je dis c'est tout à fait vrai. Mais c'est une initiative à encourager pour que les gens qui sont multimilliardaires comme lui prennent la conscience du rôle qu'ils ont à jouer pour le développement économique de leur pays et par ricochet du continent tout entier. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, être multimilliardaire d'une façon saine est lié, n'est-ce pas, à la façon de gouvernance. Tout est lié. En économie, tout est lié. Ce qu'il vient de dire comme ça, j'ai dit, c'est par là où il faut commencer. Il faut que les opérateurs fassent des pressions sur les gouvernants pour que la gouvernance soit une gouvernance saine à la disposition de la population. Parce qu'en fait, l'État ne crée pas, il crée les conditions de création d'emplois. L'État crée, il favorise la création d'emplois. C'est ce qu'on appelle le patriotisme économique. Nous l'avons décrié au Sénégal, on l'a décrié. On a dit qu'il y a plus de 300 entreprises françaises. On a dit que les gouvernants ne privilégient pas, tous les marchés sont donnés à l'extérieur. Là, c'est pour tuer le secteur privé. Mais vous allez voir, nous allons être pays pétrolier en 2021. Beaucoup de pétrole, beaucoup de gaz. Et si ce pétrole et ce gaz-là n'est pas géré d'une façon à rendre, n'est-ce pas, la rentabilité aux populations, nous allons avoir des hommes d'affaires comme ce monsieur-là, qui vont éclore, mais dans la nébuleuse, dans l'exploitation des populations, dans les détournements des fonds. On va voir des multimilliardaires qui vont éclore. Et si ces multimilliardaires, en contrepartie, pensent que le développement doit passer par eux pour qu'ils viennent et donner les miettes aux gens pour les... Je dis non. Ça ne doit pas commencer par là. C'est l'État qui doit prendre ses responsabilités pour créer les conditions de la compétition sociale, pour que chacun se lève, pour dire, moi, je suis capable de faire ça, et tu y vas. Maintenant, les marchés publics doivent être donnés aux opérateurs économiques nationaux. C'est ce que je suis en train de dire. Mais déjà, nous sommes colonisés, économiquement et mentalement. Il faut que nous allions à notre décolonisation.
C'est la priorité pour moi. Si on ne va pas à cette décolonisation, nous allons tergiverser. Parce qu'en fait, ces multimilliardaires-là, quand ils veulent faire de lourds investissements, ils lèvent les fonds où? Dans quelle banque? C'est dans les capitaux étrangers. Ils ont tous des comptes à l'extérieur partout. Donc ce monde-là est... Tout à l'heure, là, vous avez vu les gilets bleus, là, ils sont en train de se battre pour dire ils veulent aider l'Afrique à se... Vous voulez dire les gilets jaunes? Les gilets jaunes. L'Afrique a se développé, surtout l'Afrique francophone, ils n'ont qu'à se débarrasser du CFA. Parce que le CFA est un goulot d'étranglement pour le développement des... Mais eux-mêmes, même les Blancs prennent conscience que il faut qu'on nous libère pour que nous soyons ce que nous sommes. Alors, moi, je dis que la priorité, c'est ça. Tout ce que, je ne suis pas en train de rejeter cette initiative. Je suis en train de voir les priorités d'action. Parce que cette initiative seule, avec ce mercantilisme de l'extérieur, nous n'allons pas nous en sortir. On ne pourra pas. Ce n'est pas possible. Le Nigeria seul fait plus de 140 millions d'habitants. Et vous voyez, il y a combien de multimilliardaires là-bas? Il y en a plein. Et quand vous allez au Nigeria, vous traversez, mais il y a des gens qui sont dans les baraques. Il y a des gens qui ont des parcs d'aviation, des aviations, qui vont prier à la Mecque chaque vendredi et revenir. Mais ils sont extrêmement riches. Ils ont travaillé ça. Alors, donc c'est le système qui les a enrichis. Ce système-là doit enrichir le peuple. Quoi qu'il en soit, Tony Elumelu est convaincu de sa doctrine. Et c'est fort de cela qu'il espère donc stimuler une nouvelle génération de riches entrepreneurs africains qui ne vont pas s'éclore dans la nébuleuse pour entreprendre le changement sur le continent. Alors, voilà. En 2010, il fonde la fondation Tony Elumelu, dont le but est de soutenir des jeunes entrepreneurs africains. La fondation prévoit un budget de 100 millions de dollars pour subventionner ceux-ci. Un investissement étalé sur 10 années, géré par sa fondation. Qu'est-ce que vous analysez une telle initiative, professeur? Moi, il l'a déjà salué. Moi, je trouve que c'est formidable. Je salue ça. Mais je ne lis pas ça au développement. Vous ne pensez pas que cela puisse libérer économiquement l'Afrique? Mais je ne lis pas ça à la libération et au développement de l'Afrique. Le préalable de la libération, c'est la gouvernance qui doit libérer l'Afrique. La gouvernance économique et sociale et politique qui doit libérer l'Afrique. En libérant des jeunes qui étaient au chômage, est-ce que cela ne pourra pas ouvrir des sentiers pour aller au développement? Vous savez, le développement, c'est dans l'environnement. Si l'environnement n'est pas sain, si l'environnement n'est pas propice, vous pouvez amener un cultivateur avec tout le matériel dans un champ pauvre, il ne pourra pas produire. C'est ça que je suis en train de dire, que le développement, au début et à la fin, il y a l'homme. Nous avons besoin d'être formés. Nous avons besoin d'avoir une indépendance économique. Nous avons besoin d'exprimer notre développement. Alors, vous pensez que dans un pays où le capitalisme permet aux minorités de s'enrichir et à l'extérieur de pomper notre ressource et à la grande majorité des populations d'être dans la précarité, ne même pas pouvoir aller à l'école? Donc vous avez et que vous pensez que dans cet environnement-là, cette initiative peut changer? Vous nourrissez une certaine crainte qu'au-delà des 10 années, ces 100 millions de dollars ne produisent pas d'impact? Non, je n'ai pas dit ça. Ça va créer de l'impact sur les gens qui ont... Mais je dis que ce n'est pas ça qui va sortir l'Afrique du sous-développement. C'est pas ça. C'est-à-dire que là, c'est une action d'un philanthrope qui veut aider les Africains à aller. Mais il ne faut pas rêver que ça se suffit. C'est comme Bill Gates. Il est en train de... Et la fondation Bill Gates, il est à travers le monde en train de... Son capital est en train d'augmenter. Mais il prend peut-être les 5% de son capital pour distribuer aux pauvres. Je dis, je salue cela. Mais je dis, ce que nous avons de commun, le patrimoine que nous avons de commun, c'est nos ressources. Le patrimoine que nous avons de commun, c'est nos compétences. Le patrimoine que nous avons, c'est l'éducation, c'est la santé, etc. C'est ce que nous avons de commun. Les fondamentaux qui permettent aux populations d'en bénéficier et qu'il n'y ait pas trop d'écart, c'est-à-dire cette pauvreté, cette misère latente au niveau... Ce qui va permettre cela, c'est la libération. C'est le système, c'est nos institutions, c'est les hommes qui nous gouvernent. C'est ça, il faut libérer économiquement et politiquement l'Afrique d'abord. Parce que ces gens-là, ils ont tiré leur épingle du jeu dans cet environnement-là. Est-ce que ça suffit? C'est pourquoi je dis, parallèlement au travail qu'ils sont en train de faire, ils doivent constituer un groupe de pression pour la libération
économique et sociale et politique de l'Afrique. Alors, nous allons avancer dans ce débat, nous sommes même presque à la fin. Dans ce programme qui va soutenir 10 000 jeunes femmes et hommes d'affaires sur le continent africain, on observe, on a fait la remarque que les francophones représentent, pour la première édition, ont représenté 10% seulement des entrepreneurs sélectionnés. Comment vous l'expliquez, professeur? Peut-on dire que cela est dû à un passé colonial? Merci, cher ami Emmanuel. 10%, je pense que je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris parce que, comme vous venez de le dire, il faut aller interroger le passé colonial des francophones et des anglophones. L'indirect rule qui a été mise en application dans les colonies anglaises a permis aux anglophones africains de très tôt de s'habituer à l'entrepreneuriat, alors que le système colonial français a inhibé cet instinct, ce potentiel d'être employé chez les francophones. Et donc, dans l'environnement africain aujourd'hui, les meilleurs entrepreneurs, ma foi, sont des Anglais. Et donc, il faut que les francophones commencent par aller à cette école de l'entrepreneuriat pour avoir les armes, les outils qu'il faut pour ne pas échouer dans l'entreprise. Deuxième chose, bon, il y a aussi le sentiment d'appartenance au système anglophone. C'est un anglophone, c'est un Nigérian qui offre cette opportunité aux Africains, aux jeunes Africains. Et même si dans la compétition, le sentiment africain veut quand même que le type regarde un peu plus vers les siens que les autres. Dans cet ensemble, il y a quand même des particularités. Mais je dis, critère pour critère, ce qui a certainement rendu les autres plus compétents que les francophones, c'est le passé colonial. Parce que moi, mon problème, c'est que je pense que l'entrepreneur peut être entreprenante dans un environnement propice, si l'environnement en affaires n'est pas bon. Et l'environnement en affaires, c'est la politique. C'est la politique sociale, la politique de paix, et puis c'est le développement économique. Parce que par exemple, à Cotonou, il y a un moment donné, les gens, quand le régime était tombé ici avec Kérékou, les gens allaient au Nigeria, ils achetaient les marchandises, ils venaient, ça marchait. Tout le monde avait de l'argent. Parce que l'environnement n'était pas bon, mais au Nigeria, tout allait bien, ça roulait. C'est-à-dire que si l'environnement politique, économique n'est pas favorable, l'entrepreneuriat est mort. Il y a combien d'entreprises qui ferment? Parce que ça ne va pas. Parce que notre économie est dans la main des autres. C'est pourquoi j'ai dit la priorité, c'est libérer cette économie aux populations. Quand vous vendez un beignet, vous savez que ça va marcher. Vous voyez? Quand vous transformez quelque chose, vous savez que vous avez le marché, ça va marcher. Mais si on veut injecter de l'argent dans un environnement qu'on ne contrôle pas nous-mêmes, que nous ne contrôlons pas, je dis, c'est pourquoi j'ai dit le préalable. Je ne sais pas si je me fais comprendre, effectivement. Par exemple, aujourd'hui, dans 5 ans, le Sénégal, ce serait une destination. Parce que le pouvoir d'achat des Sénégalais va augmenter. Mais est-ce que ça suffit? Il faut contrôler nos ressources pour que ça soit bénéfique, pour que l'entrepreneuriat sénégalais puisse exploser. C'est-à-dire que le marché, que les gens aient le pouvoir d'achat pour faire marcher les entreprises. Et que les marchés qu'on donne aux autres, qu'on donne aux entrepreneurs également. Mais il faut reconnaître également que tout part du système éducatif. Tout part du système éducatif et l'entrepreneuriat est un apprentissage. Et donc, celui qui n'a pas les outils qu'il faut pour prospérer en entreprise ne pourra pas conduire une entreprise. Et ici, dans le cadre de cette sélection, c'est pas des hommes, c'est pas la tête des Africains qui ont été choisis, c'est les projets que chaque Africain, chaque jeune compétiteur a soumis à la fondation. Je suis d'accord. Et là, il faut passer par un incubateur d'entreprise, il faut en avoir les outils. Quels sont les outils? Le premier outil, c'est l'environnement.
Le premier outil n'est pas l'environnement. Je suis désolé, le premier outil n'est pas l'environnement. Le premier outil, c'est l'éducation pour l'entreprise. Et d'accord, l'environnement peut être favorable. Il faut avoir déjà les prédispositions. Il faut avoir les prédispositions. Pourquoi je vous dis, le premier outil, c'est l'environnement. Oui. D'accord, le premier outil, c'est l'homme qui dispose des outils. Oui. Nous avons des entreprises. Vous prenez dans la sous-région, là, les 80% des gens qui prospèrent dans les affaires, ils ne sont jamais allés à l'école d'ailleurs. Mais je suis désolé, s'ils ne sont pas allés à l'école, là, ils ne sont pas des entrepreneurs. Si, ils ont leur société, les entreprises reconnues, etc. Ils paient des impôts, ils font des milliards. Et ils amènent des conteneurs, ils sont dans les trucs d'industrie, ils transforment. Au Niger, ici, il y a des industriels qui ne savent même pas écrire. C'est-à-dire que c'est l'environnement qui conditionne le comportement de l'entrepreneur. Si l'environnement social et économique est mauvais, tu viendras avec ta connaissance, ta technologie, ton argent, tu vas chuter. Et cet environnement économique et social dépend de la gouvernance. C'est ce que je suis en train de dire. Ce qu'on a souvent souligné, c'est le difficile accès au financement. Maintenant, voilà un programme qui accorde le financement. On ne peut plus Le Sénégal, par exemple. Le Sénégal, depuis Abdou Diouf, a octroyé des financements aux maîtrisards, aux gens qui sont dans le chômage, etc. Oui. Mais ils ont échoué. Mais est-ce que ça a été suivi d'incubateurs? Est-ce que le système éducatif les rendait prédisposés à l'entrepreneuriat? Non, c'est pas l'éducation. Ils sont éduqués. Mais ils ont été formés. Mais ce que je suis en train de dire, c'est l'environnement économique qui ne leur permet pas. Par exemple, si tout le monde est boulanger et que les gens n'ont pas le pouvoir d'achat pour acheter les pains, ça va marcher comment? C'est ça que je suis en train de dire. Je dis que ça, là, c'est défini. Par exemple, vous allez en Libye de Kadhafi. Vous dites une voiture, un petit Libyen peut t'acheter ça. Donc les gens qui fournaient des trafics de voitures pour amener vers la Libye, ils prospèrent. Parce que l'environnement économique, parce que l'argent du Libyen reste en Libye. C'est ce que je suis en train de vous dire. Même l'éducation, monsieur le professeur, si par exemple le Bénin devient un pays de destination pétrolière, etc. Si le pétrole est bien géré, vous, professeur, quand on vous paye 1 million, on doit vous payer 5 millions. Vous êtes dans les conditions de bien dispenser et de former des gens. OK? Mais si ce pétrole-là est exploité et que c'est une minorité, une infime partie qui reste aux populations, et que c'est une minorité de gens qui en profitent, et que vous croupissez dans la misère, mais l'environnement, vous êtes nommé pays pétrolier, mais l'environnement n'est pas favorable. C'est pourquoi j'ai dit même l'entrepreneuriat a besoin d'un environnement sain, l'environnement compétitif, l'environnement de développement, l'environnement où les personnes il y a le patriotisme économique qui prévale. C'est ce que je suis en train de dire. J'ai dit l'initiative, elle est très bonne. Mais il faut que le préalable est qu'ils doivent constituer un groupe, mais un groupe qui peut être un groupe de pression pour que l'environnement économique et social soit favorable en Afrique. Parole du panafricain. Monsieur Crépy, je constate que mon ami Cissé ne comprend pas bien le fondement historique du sous-développement de l'Afrique. Ah bon? Je dis, j'ai l'impression. L'environnement dont il parle, mais quand vous prenez la période coloniale, les intermédiaires qui sont africains, qui commerçaient avec les négociants, les marchands européens, avaient à un moment donné acquis la technique du commerce et ils avaient les moyens pour constituer une bourgeoisie capable de prendre leur relève économique par la suite. Mais très tôt, le colonisateur a compris qu'à l'allure où vont les choses, ces petits bourgeois qui étaient dans les sphères des couronnes royales et autres et qui finançaient même les activités des rois, il faut très tôt les décourager. Parce que la constitution de cette bourgeoisie risque de porter ombrage à la bourgeoisie européenne. Et une partie très tôt a été dévoyée, orientée vers l'administration publique, là où on sait qu'ils vont échouer. Et la seconde partie soumise à une taxation, à une imposition écrasante pour les étouffer dans l'œuf. D'accord? L'environnement dont parle M. Cissé aujourd'hui, c'est comme la charrue et les bœufs. Les gouvernants, nos présidents de république en Afrique ont besoin de savoir que les opérateurs nationaux ont les reins économiques solides pour tourner dos aux bailleurs internationaux. Donc,
moi, je pense que c'est l'environnement économique, c'est le pouvoir du secteur privé qui va conditionner la politique qui va suivre par la suite. Ce n'est pas le contraire. Donc, les gens ont besoin de faire ce lobbying, de créer un environnement et un secteur privé économiquement fort pour faciliter la réorientation politique. Et donc, selon vous, l'africapitalisme, c'est le système économique qui manquait à l'Afrique. Mais selon vous, M. Cissé, il faut d'abord donner à l'Afrique son indépendance économique et politique. Merci à vous d'être passé sur le plateau de cette émission. J'avais sur ce plateau Lamine Cissé, expert en communication politique, écrivain et auteur du livre Les effets des causes cachées. Dieudonné Ao, spécialiste de l'histoire économique et sociale. Merci à vous d'être passé avec vos différentes explications et analyse. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce numéro d'Espace Éco que vous pouvez également retrouver sur notre site www.sikatv.info. Prochain rendez-vous dans une semaine, même heure, même fréquence. Surtout restez avec nous, l'information revient sur Sika.